Bonsoir à tous et toutes. Donc ce soir, troisième volet du cycle italien, années 60, avec Jean-Baptiste Toré. Alors je dis dernier volet pour ce cycle-là, mais on verra dans l'emploi du temps extrêmement complet et surbooké. Et puis l'état de la France en janvier, on ne sait pas. Hein. Et oui, c'est vrai que là, là, un grand doute. Là, hein. quand même, moi, je sais et pas, puis mais... vous êtes quand même moins nombreux. Alors merci à ceux qui sont avec nous, parce que je pense qu'il y en a qui sont peut-être encore en train d'écouter Monsieur Macron, mais ils auraient dû être là parce que. J'écoute les commentaires là, parce qu'il a fini. Ça voilà, il a long. déjà fini. Ouais. Donc il y en a qui n'étaient pas au courant. Ben voilà, ceux qui n'étaient pas au courant sont là, peut-être. Les Martiens habitent en Corse, on se demandait où ils étaient. Ils sont là. Donc, I giorni contati, les jours comptés, d'Elio Petri. Donc, on était sur les années 62-63, avec 3 films très, très différents. Et celui-ci, encore particulier. Je dis, laisse peut-être un petit mot à Thierry. Moi, non, il ne faut pas que tu partes, ça ne marche pas. je me souviens que vous avez consacré, toi et Stéphane Beau, une émission, un numéro à Elio Petri. Est-ce que tu pourrais, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup, on connaît moins que Vittorio De Sica, moins que Dino Risi, est-ce que tu pourrais nous dire comme ça, en quelques mots, qui était vraiment Elio Petri? Mais d'ailleurs, quand on avait fait l'émission, sa veuve, Paola Petri, était venue d'ailleurs. Et elle travaille encore aujourd'hui beaucoup... pas à la reconnaissance, mais elle essaie de lutter contre l'oubli possible de l'œuvre de son mari, en fait. Parce qu'en fait, Elio Petri, il est mort en 82, il est mort jeune. Il avait l'âge du personnage principal des Jours comptés. C'est drôle, d'ailleurs. Quand vous allez voir le film, enfin là, ça n'a pas grand sens que je vous raconte, mais le personnage principal a 53 ans, et puis il est obsédé par quelque chose qui a un rapport avec sa propre fin. Et Elio Petri, en fait, est mort exactement à l'âge du personnage joué par Salvo Randone dans le film. Et oui, donc Petri, en fait, c'est un drôle de cinéaste italien, parce que le problème, c'est que, et c'est ce qu'on dit depuis maintenant 3 mois, le cinéma italien de cette période-là, c'est une forêt, il y a tellement de grands cinéastes, il y a tellement de grands films, c'est-à-dire que là, on a presque le sentiment qu'on pourrait en sortir 20 ou 25 qui ont une carrière extrêmement importante dans des genres différents, dans la comédie, dans le drame social, dans la fresque historique. Et c'est absolument phénoménal. Et en fait, Petri, il a un rôle un peu particulier là-dedans. En 2 mots, hein, c'est quelqu'un qui est né en 1929 à Rome et en fait qui est connu en France essentiellement, même encore aujourd'hui, si vous faites un sondage auprès de cinéphiles ou de gens qui aiment le cinéma, essentiellement pour 2 films. Qui sont un peu les 2 arbres qui cachent toute la forêt de la filmo de Petri, qui sont évidemment Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Vous avez peut-être vu ce film. Film qui date de 70, tourné en 69, sorti en 70. Et puis donc, le film a un succès important. Ouais, faut pas que je dise c'est important. Donc... Ça marche, ouais. Et donc, Enquête sur un citoyen, qui est un film donc, qui a un succès important. Entre parenthèses, à l'époque, la censure italienne veut censurer Enquête sur un citoyen, parce que le film, je raconte quand même, suit en fait l'idée d'un personnage, d'un flic joué par Gianna à volonté, qui veut prouver en fait sa propre impunité, on pourrait dire, en commettant un meurtre et en essayant de démontrer finalement que le système ne peut pas se retourner contre lui. C'est une espèce de farce politique extrêmement violente, extrêmement forte. Et à l'époque, le film, d'ailleurs, veut être censuré par les autorités italiennes. Et elles font marche arrière au dernier moment, se disant, de toute façon, personne n'ira voir un film comme ça. Ça n'intéressera personne d'aller voir un film sur les flics à Gianna à volonté, etc. Évidemment, ça sera tout le contraire qui va se passer, parce que le film sera un des plus gros cartons de l'année 70 en Italie. Et 2 ans plus tard, Petri réalise un autre film, qui est un film qui est alors encore plus grinçant, qui s'appelle La classe ouvrière va au paradis. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu, oui. Film qui date de 72 et là qui obtient la Palme d'Or à Cannes. Alors c'est assez drôle parce qu'en 72, le film obtient la Palme d'Or à Cannes et Gianna à volonté, il est présent dans les 2 films qui se partagent la Palme d'Or, qui sont donc je fais comme ça, non ouais, c'est mieux. Non, ça donne du pouvoir d'avoir 2 micros. Qui sont L'affaire Mattei de Francesco Rosi
et La classe ouverte va au paradis. En fait, c'est intéressant de voir que Germain Bonté est dans les deux films et il obtient un prix spécial du jury à cause de ça. Et donc finalement, Elio Petri, à part ces deux films-là, la plupart des gens ne connaissent pas ses autres films. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait commencé des années auparavant. Hein, c'est quelqu'un qui est donc né en 29 à Rome, qui ne fait pas d'études de cinéma, ça c'est intéressant à noter. C'est un des très rares cinéastes italiens de cette période-là, issu d'un milieu prolétaire. C'est un fils d'ouvrier. Et vous verrez que ça a une importance par rapport au film que vous allez voir là. Et surtout, il y a une rencontre qui est déterminante dans la carrière d'Elio Petri. C'est la rencontre avec un des papes du néoréalisme. Alors, on a parlé il y a un mois de Cesare Zavattini, l'un des théoriciens du néoréalisme et le scénariste attitré de Vittorio De Sica. Hein, il a écrit Il Boom, ou Umberto D, qui est aussi un film sur lequel on va retenir. Et un des autres théoriciens importants du néoréalisme, mais sur un versant beaucoup plus politique, c'est Giuseppe De Santis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui notamment a fait un film qui est resté quand même célèbre, qui s'appelle Riamer. Hein, qui est un film important de l'histoire du néoréalisme. Et on pourrait dire que Giuseppe De Santis, c'est grosso modo le versant beaucoup plus politique, virulent, dénonciateur du néoréalisme, si vous voulez. Alors que Zavattini était plus du côté de la satire ou de la critique sociale, voire des mœurs. Hein, donc c'est deux visions différentes du néoréalisme. Et Elio Petri va travailler avec De Santis. Il va co-scénariser certains de ses films, dont un film très important qui aujourd'hui est complètement oublié, qui s'appelle 11 heures sonnaient, qui est un film de 47-48, et qui raconte l'histoire d'un fait divers qui a vraiment eu lieu, je crois que c'était à Milan, où une annonce pour un emploi avait été donnée pour des secrétaires dans un espèce d'immeuble délabré de Milan. Et elles attendent toutes à ce moment-là d'être reçues pour passer le test d'embauche d'un immense escalier, et l'escalier s'est effondré et a fait un nombre de morts incalculable. Et de cette anecdote-là, d'abord qui raconte plein de trucs déjà du cinéma de Petri, mais De Santis a fait un film co-scénarisé par Elio Petri, à Rome, qui s'appelle 11 heures sonnaient. Et tout ça pour dire que Elio Petri, c'est quelqu'un qui a énormément d'influence. Alors, je ne vais pas trop vous en parler avant, parce que c'est bien que vous les découvriez en voyant le film, mais la psychanalyse est une influence vraiment importante. La politique, ça a été un membre du Parti communiste italien qu'il a abandonné au moment des événements en Hongrie, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement marqué par ça. La psychanalyse, regardez ça en tête. La politique, mais sur un mode extrêmement virulent et engagé. Il est même devenu, dans les années 70, Elio Petri, presque une sorte d'emblème de ce qu'on appelait le cinéma de gauche italien, du cinéma politique italien. Disons qu'il y avait Costa Gavras d'un côté, puis Elio Petri de l'autre. Hein. Enquête sur un citoyen et Le classe ouverte au paradis sont vraiment des pavés, hein, de manifestes extrêmement violents et politisés. Il avait un peu cette image-là. Or, autant il a eu du succès dans les années 71, 72, 73, autant ce qu'on a appelé la fiction de gauche et la fiction un peu à message politique est passé un peu de mode à la fin des années 70, et lui est parti un peu avec le bain, quoi. Elio Petri, on s'est dit, oui, Petri, c'est l'homme qui fait des pamphlets politiques, mais est-ce que c'est des films qui vieillissent bien? Est-ce que esthétiquement, est-ce qu'il a une autre vision d'auteur que ça? Et la réponse est oui, puisque donc il va, après avoir bossé avec De Santis, il va commencer à réaliser ses premiers films. On est au tout début des années 60. Il fait un premier film en 61, vous avez peut-être vu, qui s'appelle L'Assassin, avec Mastroianni. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein, qui est l'histoire d'un collectionneur d'art issu d'un milieu ouvrier, mais qui veut se faire accepter par le milieu bourgeois, qui un jour est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et le commissaire est joué par Salvo Randone, le même personnage principal que dans Les Jours comptés, vous allez voir. Et l'ironie, évidemment, du film, c'est que Mastroianni, dans le film, n'est pas coupable du meurtre qu'il a commis, mais, ça c'est toute la vision d'Elio Petri, il est coupable, hein, de plein d'autres choses, et il va payer pour ça, finalement. Hein, c'est un film très, très pervers, typique du cinéma de Petri. Un an après, il réalise donc Les Jours comptés, le film que vous allez voir ce soir. Alors, certains considèrent que c'est... finalement, avec les années qui passent, peut-être le plus beau film d'Elio Petri. Moi, je ne sais pas dire ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, c'est un des films dans lequel il n'a pas encore mis, on pourrait dire, sa technique de cinéaste un peu violent, militant, totalement déconstruit, totalement grinçant, qu'on verra à la fin des années 60. C'est pas complètement encore en place. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans Les Jours comptés, c'est qu'on sent que c'est un peu le film de l'entre-deux, qui fait la charnière entre, d'un côté, le néo-réalisme, et précisément un film, vous allez voir, qui est Umberto D de Vittorio De Sica. Hein, et le film prépare La classe ouverte va au paradis. Autrement dit, Les Jours comptés, c'est, si vous voulez, d'une certaine façon, le chaînon manquant entre Umberto D. Vous vous souvenez, qui a vu Umberto D? J'ai déjà dû vous poser la question la semaine. Vous êtes la seule à avoir vu Umberto D?
Alors là, il faut rattraper ça. Voilà, Noël, hein, Umberto de Sica. Et je dis ça parce que c'est un film qui plaît. C'est un film que j'ai montré à ma fille il y a une semaine, 10 jours. Elle a adoré. Véritablement. C'est un film ultra émouvant, très très beau, très puissant, et qui raconte l'histoire d'un petit vieux, qui est joué d'ailleurs à l'époque par un professeur d'art de Florence, en fait, qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, qui vit chez une logeuse, et son seul compagnon, son seul réconfort, c'est un tout petit chien qui s'appelle Fly dans le film. Et c'est un film absolument terrible, c'est un vrai mélodrame réalisé, mais social et politique, réalisé par De Sica. Et on voit, quand vous allez voir Les Jours comptés, que le film vient de là. Mais en fait, ce que à la fois Elio Petri paye sa dette au film de Sica, Umberto D, en disant voilà, moi je fais aussi mon film avec mon vieux. Et en même temps, il le disait lui-même, qu'il trouvait que le film de De Sica, était trop centré sur le problème personnel du personnage. C'est-à-dire que la société, la responsabilité politique de la société n'était pas suffisamment montrée. C'est ça quand même l'obsession en permanence d'Elio Petri. Il trouvait que le film de Umberto D était un film extrêmement beau, magistral, etc., mais qu'il n'était pas suffisamment ouvert sur les raisons politiques qui font qu'un vieux se retrouve dans cette situation-là. Et lui, il a voulu, d'une façon, réparer ça en faisant les Jours comptés. Et il y a une autre influence qui est capitale avant de voir Les Jours comptés, c'est les Fraises sauvages de Bergman. Vous avez tous vu Les Fraises sauvages, hein, voilà. On pourrait dire que voilà, Les Jours comptés, pour faire court, on en reparlera après, hein, c'est le chaînon manquant donc entre Umberto D et La classe ouvrière voit au paradis, avec l'influence des Fraises sauvages. Je ne parle pas de l'esthétique, parce qu'on est à ce moment-là en 62, et le cinéma italien, il est traversé par quelque chose qui est extrêmement important à l'époque. C'est pas une comédie, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est le seul film qu'on passe qui n'est pas une comédie, hein, qui par moments peut être ricanant, etc., mais c'est pas du tout une comédie. Et le cinéma, à l'époque, il est traversé par deux influences qui sont capitales. C'est d'un côté Fellini, qui vient de sortir de Dolce Vita, et de l'autre Antonioni, qui vient de sortir L'Avventura. Et vous allez voir la façon dont, même si Petri s'en défend, le film est quand même encore, comme tous les films italiens réalisés entre 61, 62, 63, ils sont tous antonioniens, tellement L'Avventura a été une déflagration, et y compris esthétiquement. Vous allez voir la façon dont Petri s'en sort avec ça, et comment il commence à forger son style, si vous voulez, personnel. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne projection, et on se retrouve donc dans 1h35, hein, c'est ça ? Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai 3 micros la prochaine fois. Est-ce que ça vous a plu ou... Ah oui. Donc tout le monde arrête de bosser demain ? Et en fait, est-ce que c'est la leçon du film, ça ? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on a envie d'arrêter de travailler, ou on se dit qu'on voudrait bien, mais... Enfin, vous voyez, c'est un film qui est assez cruel, en fait, quand même, là-dessus. Bref. C'est un film assez... Non, ça marche. C'est un film assez étonnant, justement, sur la manière dont il aborde la thématique du travail, quoi. C'est un film même assez d'avant-garde, puisque je me souviens que pour la dernière présidentielle, la question du travail était posée, le sens du travail. Lui, la pose, France, tu veux dire. En France, oui. Lui, la pose en 62. Et tu disais que bon, c'est un cinéaste engagé communiste, mais là, la vision qu'il a du travail, c'est pas du tout dans l'idée communiste. Pour le communiste Bontin, le travail, c'est très très important. Là, il pose le personnage principal arrête de travailler, quoi, pour faire autre chose, quoi. À l'époque, ça avait choqué, ça, cet aspect-là, ou pas ? Oui, mais c'est surtout que c'est assez... En fait, c'est quoi le problème des micros ? Ah. Et non, mais en fait, c'est surtout que c'est une façon d'aborder la question du travail qui est assez nouvelle à l'époque, parce que il faut dire, Elio Petri évidemment était inscrit au Parti communiste, il faisait même le programme culturel des jeunesses communistes italiennes. Enfin, il était quelqu'un d'extrêmement engagé, et on voit bien qu'au début du film, quand il voit cet homme qui meurt dans le tram, d'ailleurs, on peut très bien, si on a l'esprit un peu mal tourné ou bizarrement tourné, on peut se dire que tout le film n'est qu'un gigantesque rêve, parce que ce qui frappe Salvo Rondon, c'est que l'homme lui ressemble, il pense que l'homme lui ressemble, donc on se dit, est-ce que c'est pas lui qui est mort au début ?
et que finalement le retour du tram à la fin, c'est à la fois la boucle, comme les adore Elio Petri, parce que c'est les films d'Elio Petri, c'est des films qui font du surplace, en fait. À la fin du film, on est toujours revenu au point de départ. La question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a appris entre-temps ? Est-ce que quand on a fait un trajet intellectuel, existentiel, ou tout ce qu'on veut d'un point A à un point B, évidemment, le point de départ a changé, puisqu'on a appris des choses entre-temps. Mais quand même, on peut aussi voir le film comme une sorte de rêverie, c'est gigantesque d'un homme, en fait, qui meurt au début. Et à la fin, qui retrouve. Donc en fait, il ne s'est rien passé. Il y a pas eu la temporalité est nulle entre le dernier plan et le dernier plan du film et le premier. Il a juste imaginé ce qu'aurait pu être sa vie, et c'est là que le film est terrible. Parce que, vous savez, il y a le truc, il y avait la version de Scorsese, d'Intention du Christ, vous vous souvenez de ça, Jésus avant de mourir, qui imagine ce qui s'était passé, et donc là, il imagine sa vie avec Marie-Madeleine, il y a cette espèce de gigantesque convolution avant qu'il se fasse vraiment crucifier. Là, on pourrait presque penser que c'est un peu la même chose. Mais c'est complètement retourné, parce qu'il se dit, mais si j'avais arrêté de travailler, je ne serais pas mort, évidemment. Et puis la question que pose le film, et que je trouve cruelle, c'est... est-ce que je suis passé à côté de quelque chose ? En fait, parce que je pense que le film, c'est à la fois un film sur la question du travail. Autrement dit, est-ce qu'il y a une façon efficace de travailler ou pas ? Répond Elio Petri, non. Dans la société actuelle, on a parlé du boom économique la fois d'avant, l'industrialisation, c'est un grand film sur la schizophrénie. En fait, travailler, c'est forcément être aliéné, exploité. Donc, en fait, c'est aller vers la mort. On ne sait pas où il va. Il y a ce très très beau plan où il est face à ce feu rouge avec le Avanti qui clignote. Et c'est toute l'histoire du personnage qui est pris très très tôt. On comprend qu'il a été pris très tôt dans sa jeunesse dans un travail d'artisan plombier. Et en fait, on lui dit d'avancer, mais en fait, et à un moment donné, il a envie de se poser la question. Mais j'avance pourquoi, comment, etc., etc. Et la réponse, elle est cruelle parce que cette espèce de vie qu'il imagine qu'il aurait pu avoir sans le travail, c'est trop tard. C'est quand même un film terrible là-dessus. Il revient à des endroits et il se rend compte de tout ce qui a changé et que c'est possible, c'est pas possible. Et donc la seule solution qui lui reste finalement, c'est la mort, parce que la vie n'est pas possible. À l'âge qu'il a, à 53 ans, en fait, il peut plus vivre, c'est plus possible. Donc il rejoint cette espèce de trame à la fin. Et de ce point de vue-là, c'est un film qui est assez terrible. Et donc c'est à la fois un film sur la question du travail, c'est un film sur la schizophrénie. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est un des grands thèmes d'Elio Petri en permanence. C'est aussi un film évidemment sur la mort. Le film est hanté par ça. Quand vous regardez dans le détail, le film ne parle que de ça, d'un personnage qui rencontre en permanence en fait, des figures de sa mort pendant tout le film. Et le film est quand même construit comme une série, on en parlait tout à l'heure, presque pas de tableau, mais c'est un vrai voyage. C'est presque un road movie immobile, si vous voulez, les jours comptés. C'est-à-dire que du tram au tram. En fait, ça me fait penser, quand je vois les jours comptés, ça me fait penser à un autre film qui n'a a priori strictement aucun rapport, mais qui est assez proche, c'est Le Magicien d'Oz. Vous allez me dire, là, il a dû boire pendant le repas. Non, pas du tout. De l'eau, un jus de poire, donc pas énorme. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Le Magicien d'Oz, je ne sais pas si vous avez tous vu Le Magicien d'Oz, qui raconte quand même l'histoire d'une petite fille qui habite dans un endroit un peu sinistre du Kansas. Elle est pauvre, c'est la dépression, c'est en noir et blanc, c'est sépia. Et elle passe son temps à rêver d'un endroit over the rainbow, au-delà de l'arc-en-ciel. Il y a un monde génial qui s'appelle le Pays d'Oz. Et puis elle y va. Et puis, le Pays d'Oz, c'est pas grand-chose. Et puis, elle rencontre le fameux magicien, celui dont elle rêvait. Puis, quand elle ouvre le rideau émeraude, vous avez tous vu. T'as vu Le Magicien d'Oz ? Non ? Ouais. Non, il faut. Et elle ouvre le rideau émeraude. Et là, cette espèce de grand magicien dont on pense que c'est un type qui a les super pouvoirs, etc. C'est un espèce de petit mec ventripotent qui bouge des espèces de manettes avec des fumigènes, etc. Et donc à la fin, elle n'a qu'un seul désir, une fois qu'elle est au Pays d'Oz, c'est de rentrer chez elle. Donc Le Magicien d'Oz, c'est un film qui commence au Kansas et qui à la fin revient au Kansas. Et donc c'est exactement comme Les Jours comptés, c'est un voyage immobile, si ce n'est qu'il lui fallait faire cette espèce de gigantesque détour par le Pays d'Oz rêvé pour comprendre que l'ailleurs, c'est chez elle. Et que ce qui est désirable, c'est chez soi. Le problème, c'est que pour comprendre que chez soi, c'est désirable, il faut faire un long trajet ailleurs pour s'en rendre compte. En fait, ce qui fait que le voyage, ça devient comme une sorte de... C'est une façon de débloquer un savoir qu'on a au fond de soi, mais si on n'a pas fait le voyage, on ne le saura jamais. Donc on ne sera jamais content de l'endroit où on est. C'est souvent on dit, va voir ailleurs et tu comprendras que.
Et c'est ça l'histoire du magicien d'Oz. Enfin bon. Et donc les jours comptés, il y a presque un peu de ça, d'une certaine façon, par rapport à la mort du personnage au départ. On peut se dire qu'au départ, la mort, c'est un scandale terrible. Il meurt dans le tram, on pensait qu'il dormait, etc. Et à la fin, la mort, c'est en fait la conséquence logique de tout ce qu'on a vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, le film, il est violent là-dessus, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est extrêmement sombre, et très noir. C'est même pas cynique, il est vraiment extrêmement noir, parce qu'il dit, bah voilà, ce type-là qui meurt, c'est un scandale pour lui, pour nous tous. Il a que 53 ans, il en paraît quand même beaucoup plus dans le film. Hein. Et puis, voilà tout ce qu'il aurait pu vivre, etc. Et puis, au bout d'1h 35, on se dit, bah non, finalement, il valait mieux mourir. Ah ouais. Et donc, c'est terrible. Parce que le film raconte aussi l'absence totale d'impasse de ce personnage qui veut sortir des clous, d'où la très très belle séquence au bord du Colisée romain, hein, quand ses copains sont en train de refaire le passage piéton. Et puis lui, vous avez vu la façon dont il se place, il hésite, et on se dit, mais est-ce qu'il va marcher à un moment donné sur les bandes, etc. Donc il veut sortir des clous, ce que la métaphore très littérale de cette séquence-là, et en même temps, il se rend compte que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'hors les clous, c'est l'enfer. Dans un film de fantôme, c'est quand avec ses amis, dans ce bois, avec tous ces gens autour de lui, ces gens qu'il ne connaîtra jamais, etc., etc. Et il dit on est des fantômes. Et même tous les plans, la caméra, tout ça, etc. Il y a vraiment aussi des plans et des jeux de caméra et un montage quelquefois très sec et quelquefois qui laisse. Enfin, qui court après le personnage, comme ça, il y a des beaux plans aussi, plans séquences dans la ville où il erre un petit peu. On a l'impression qu'il sait où il va, mais en fait, à chaque fois, il se retrouve dans des endroits improbables, avec des gens improbables. Vittorio Caprioli, l'espèce de... Ah oui. C'est assez étonnant. Là. Le marchand d'art, là... On ne comprend pas tout de suite où ils vont en venir, mais c'est étonnant. Mais c'est ça qui est très beau, en fait, c'est que le film a cette question de la métaphore, de la lecture du rêve. Ce qui est très beau, c'est qu'elle est très subtile. C'est-à-dire qu'on peut très bien voir le film de façon très littérale, ce qui raconte quelqu'un qui n'est pas mort et qui va tenter à la fin, qui va peut-être mourir, parce que la fin ne statue pas. Quand le tram s'en va, moi je dis il meurt, mais on n'en sait rien. Hein, c'est ce que veut signifier Elio Petri. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Voilà où il en est, où il va atterrir. Mais ce que je trouve très très beau, c'est la façon dont en fait, le personnage, on pourrait dire qu'il est on n'a pas la preuve qu'il est mort, en réalité, mais on a une série de preuves qu'il n'est plus vraiment en vie non plus. Hein. Et c'est ça qui est très très beau. Et le film navigue là-dedans. Donc la question effectivement des fantômes, la façon dont c'est cadré par moment, il est toujours soit sur les bords du cadre, et à un moment donné, quand il est cadré comme ça, on sent qu'il est toujours au bord de la disparition dans le cadre. Salvo Randone, hein. Ce moment de la plage, où il vient occuper la place du mort. Ah, quelqu'un est mort, bah c'est moi. Et il arrive. Donc là, évidemment, c'est éclatant. Et donc, d'où la structure qui est narrative, qui n'est pas du tout logique. On passe d'un bloc à un autre, absolument n'importe comment. On fait des sauts de puce, même d'un point de vue géographique, on ne sait pas pourquoi il se retrouve là. Puis je vais à la campagne, je vais au Colisée, je vais à la Villa Borghese, on ne sait pas trop où on est. Et tout ça est dans une espèce, finalement, presque de mort-vivant qui a l'hallucination qui va pouvoir vivre quelque chose. Et en fait, ce n'est pas le cas du tout. Mais la mise en scène, elle est géniale, hein, dans les jours comptés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer, de voir comment est-ce que la mise en scène de Petri, elle se met en place là. Pour ceux qui ont vu Enquête sur un citoyen, on voit qu'il va pousser tout ça beaucoup plus loin encore. Avec des plans complètement baroques, des moments extrêmement graphiques, super abstraits, où on a le sentiment presque que les personnages sont pris dans des structures carcérales, des lignes. Enfin, puis c'est quand même le moment, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le moment antonionien. Hein. C'est tout le monde à ce moment-là a vu l'Aventura, il y a l'Éclipse qui va sortir. Antonioni, c'est quand même le roi du plan abstrait, décadré, des personnages qui n'arrivent pas à habiter les lieux dans lesquels ils sont, qui sont toujours, voilà. Et puis le thème qui à l'époque marche aussi terriblement, qui contamine quand même tout le cinéma italien, qui maintenant fait rire tout le monde, mais à l'époque qui marquait beaucoup, qui était ce qu'on appelait l'incommunicabilité. Hein, c'était le truc, tous les cinéastes étaient touchés par ça à ce moment-là. Hein. Et d'ailleurs, le problème de Salvo Randone, c'est qu'il a un mal fou à communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une série de dialogues de sourds. Et pas parce que les gens, à la limite, ne le comprennent pas, c'est parce qu'il arrive toujours trop tard. Hein, c'est ça qui est très très beau, aussi bien avec son copain qui travaille, ou avec le marchand d'art, qui est pour moi une des scènes les plus violentes du film.
Parce qu'en fait, ce que raconte le film, qui est quand même, qui taille de façon, en fait, il y a une rage. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une rage dans ce film. Donc on se dit que le type qui a fait ce film-là, c'est un enragé. Et je trouve que ça se voit du début à la fin. Ça se voit de plein de façons. La première, c'est qu'on sent qu'il évite en permanence l'identification totale au personnage. C'est-à-dire que Salvo Randon, on est avec lui, et en même temps, par moments, on ne sait pas trop comment se situer. On a l'impression que lui-même a conscience d'eux. Autrement dit, à aucun moment, le mélodrame ne peut rentrer, alors qu'il y a tout pour en faire un film, par moments, assez pesant. Et à aucun moment, et c'est sans doute ce qu'il n'aimait pas dans le film de Sica Umberto B, il y a du sentimentalisme. Voilà. Là, on est vraiment dans le cinéaste politique issu du Parti communiste qui se dit le sentimentalisme, c'est une façon toujours d'endormir, hein, de ne pas garder l'éveil politique. Donc il faut garder l'éveil du spectateur. Si on commence à faire du sentimentalisme, on endort tout le monde. Hein, on sera toujours ému par un type qui fait la manche, par un petit chien qui aboie tout seul, etc., etc. Donc politiquement, on est mort puisqu'on abandonne l'analyse de la société dès lors qu'on se laisse avoir par le sentimentalisme. Et lui, on sent pendant tout le film qu'il le tient en fait complètement à distance, ça. Hein, et il le tient à distance aussi bien par le jeu de Salvo Randon, qui est un jeu que je trouve très subtil, hein, qui vient jamais chercher notre empathie, notre larme, etc., qui est présent, pas présent. On a l'impression que par moments, il a conscience de ce que le film raconte, il colle au personnage, il peut être émouvant avec la prostituée ou avec la fille de la chambre. Et puis, le personnage est génial, en fait, que joue Salvo Randon. Et il le tient aussi à distance par les cadrages dont tu parlais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est heurté par la mise en scène, ou en tout cas, elle n'est pas cool, elle n'est pas fluide. Elle ne nous fait pas plaisir dans le sens où on ne suit pas le personnage, il n'est pas toujours au centre. Il y a des moments où on sent que Petri fait violence au personnage. Alors on a des plans un peu étranges, Villa Borghese où il est complètement sur le bord, comme ça, il est complètement décadré, etc. Et puis il y a toutes ces séquences, pour moi toutes les séquences ont une grande violence à chaque fois. On a l'impression que le type, tu te croyais vivant, mais je vais t'expliquer méthodiquement pourquoi à la fin ce système de l'industrialisation, du travail, de l'aliénation, en fait a fait de toi un mort. Donc c'est normal que tu meurs à la fin, parce que le système, et c'est pour ça que Petri filme toujours du côté de la société et pas du côté de l'homme. Et d'ailleurs, et c'est ça qui posera des problèmes dans la suite de la carrière de Petri. Quand vous voyez La classe ouvrière va au paradis, vous avez vu, hein, vous, la classe ouvrière, qui est vraiment le film de l'agression permanente. C'est un film qui est très très dur à revoir aujourd'hui, qui est un film qui est hyper intéressant, mais on a l'impression que chaque plan, c'est un point qui vous envoie à la figure. Mais véritablement, Pyjama à volonté joue dans ce sens-là. Contrairement à Salvo Randon, qui vient du théâtre, qui a un jeu plus onctueux, Pyjama à volonté, quand il voulait y aller, il voulait y aller. Il savait rendre un personnage antipathique. Déjà dans Enquête, c'est déjà terrible, dans La classe ouvrière. Et La classe ouvrière au paradis, on a envie que le film se termine. Au bout d'un moment, c'est tellement une agression sonore et visuelle, on sent que Elio Petri veut tellement marteler sa haine de l'industrialisation, de la façon dont ses ouvriers sont traités comme des bêtes, etc., qu'en fait, il veut jamais qu'on s'apitoie sur leur sort. C'est ça qui est... ça, c'est un truc typique de Petri. Si on s'apitoie sur le sort de quelqu'un, on oublie de faire l'analyse politique qu'il faut. Donc, toujours rester à distance des gens. Ces gens ne sont que des rouages. Ne tombez pas dans le piège, on pourrait dire, de l'affect. Alors, ce qui est compliqué au cinéma, et ce qui fait que Petri n'est pas un cinéaste forcément si facile que ça, et dans lequel on rentre comme ça facilement. Même si, peut-être que Les Jours comptés est peut-être un de ses films les plus... tu disais tout à l'heure que c'est un film chaleureux. Un des plus chaleureux de Petri. Et c'est vrai. Les autres, il faut s'accrocher. Alors qu'on sent que Petri immobilise, il ne veut surtout pas qu'on se laisse endormir, les vieux trucs pour lui du cinéma bourgeois. Le sentimental, l'identification, l'empathie, l'alarme, etc., etc. Il dit non. Je veux dire, tous ces gens-là, c'est le résultat d'un système. Et c'est ce système qu'il faut analyser. Et Petri a toujours en fait des essais de dissection des systèmes policiers, ouvriers, le système du travail, enfin peu importe. Mais c'est vraiment l'analyse, comme on disait à l'époque, structurelle qui l'intéresse, et pas du tout en fait l'analyse humaine. Pour lui, l'humain n'est que le produit d'une structure. La vraie analyse marxiste, évidemment. Donc ça, c'est Petri. Hein. Et là, je trouve que dans ce film, ce qui est génial, c'est qu'on sent qu'il n'est pas complètement encore formé, Elio Petri. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait Enquête sur un citoyen, où là, ça explose, et là, ça devient... on se dit, ça, c'est bien du Petri. Alors que là, il y a des moments, certains moments, ça pourrait être un film de Pietro Germi,
Ça pourrait être un film de Luigi Zampa, pour ceux qui connaissent un peu Zampa, qui est un des cinéastes de la comédie italienne les plus intéressants. Autre cinéaste, Luigi Zampa, qui fait vraiment le lien, on pourrait dire, entre la satire politique de Petri et la satire sociale d'Indino Risi, par exemple. Voilà. Vous me prenez Risi et Petri, puis au milieu, vous avez Zampa. Enfin, autre cinéaste, il y a encore à découvrir, italien, etc. Et on n'est pas sauvé par le travail, quoi. Ah bah non, le côté. ah bah non, c'est tout le contraire. Mais en même temps, c'est assez, tu vois, cette jeune fille qui n'est pas malheureuse finalement de ne pas travailler, mais ça donne vraiment à chaque fois une dérive du non-travail ou du travail. Ce monsieur qui fait la manche, enfin, il fait la manche en même temps, il chante, etc., etc. Et finalement est un homme riche entre guillemets. Et ça Oui, aussi, c'est ouais. assez. Oui, mais alors, tu sais, c'est assez ambivalent, quoi. Alors, je relisais des entretiens qu'a donné Petri en 72-73, il y a donc évidemment très très longtemps. Et lui, il a une explication, il raconte, c'est assez passionnant de voir la façon dont il parle de la question du mendiant. Il dit la différence qu'il y a entre Cesare et le mendiant, c'est que Cesare, lui, il essaie de se mettre en rupture de ce système dont il sent que ça lui bouffe sa vie, ça l'aliène, etc., etc. Alors que l'autre a complètement consommé cette rupture-là. Autrement dit, Salvo Rondon, il a besoin des autres. C'est hyper intéressant ce que raconte Petri. Autrement dit, il est encore dans une espèce d'optique du collectif. Il lui faut le collectif. Il passe son temps à aller chercher des gens, à aller avoir des contacts, etc., etc. Alors que le mendiant, il est dans la tradition politique de l'époque, c'est un anarchiste. Il est seul et il envoie chier tout le monde. Et même l'autre est l'ennemi, il faut voilà. Et il explique que Salvo Rondon, en fait, appartient presque à une autre génération qui n'est pas prête à sacrifier le collectif, en fait, pour une idéologie politique. Et c'est exactement ça, cette espèce de séquence du mendiant. C'est qu'au début, il s'interroge, il dit, mais il a envie de savoir comment il gagne sa vie, ce mendiant, l'autre pense que c'est un flic, enfin bref. Et donc, ils se retrouvent ensemble, et l'autre lui fait une leçon, en fait, une vraie leçon politique, et on comprend, Rondon ne reste pas, parce que lui, il a besoin du collectif. Il ne peut pas être un anarchiste. Ce qui est aussi une autre façon de répondre au système que dénonce Petri. Il y a l'anarchiste, quoi. Mais ce n'est pas lui. Lui, Rondon, et donc c'est drôle parce qu'il parle parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire au début, mais que ce film est un hommage, en fait, à son père, au père d'Elio Petri, qui était un ouvrier, qui était chaudronnier, et qui lui-même avait arrêté de travailler à peu près à l'âge de Salvo Rondon, pas parce qu'il l'avait décidé arbitrairement, mais parce qu'il avait contracté des maladies liées aux produits qu'il manipulait, quelque chose comme ça. Et donc il avait été contraint d'arrêter de travailler assez jeune finalement. Et donc le modèle qui a servi en fait au personnage de Rondon, c'est le propre père d'Elio Petri. Il a eu envie de faire un film à partir et pour en fait son père. Et donc cette espèce d'artisan, si on veut. Et on voit bien qu'à la fin, en fait, Salvo Rondon, il retourne voir des gens, il retrouve aussi une forme de plaisir finalement à aller rencontrer à nouveau des gens. Servir d'une certaine façon le collectif, alors qu'il a rencontré que des gens, soit son ancienne copine, il pense dans un moment de pur délire qu'il va pouvoir recommencer comme en 40, mais évidemment l'eau a passé sous les ponts, tout est trop tard. J'aime beaucoup cette séquence-là. Il se trouve comme un idiot au bord du cinéma, il ne peut rien se passer. Il retourne à la campagne en se disant ça se trouve c'était aussi bien, etc. Mais c'est la campagne de l'industrialisation, de l'exode vers le nord. C'est dans le sud de l'Italie. Le film nous raconte évidemment aussi ça. Il rencontre le marchand d'art, sur lequel on pourra peut-être revenir tout à l'heure, parce que la séquence du marchand d'art, elle est quand même redoutable. Et ce que racontait en fait Petri, c'est qu'il dit, prenons exemple sur son père et sur ce personnage-là, il disait, mais finalement, cette génération de gens qui ont travaillé était quand même encore attachée à une tâche, parce que le travail qu'ils faisaient avait un sens. Autrement dit, si on fabriquait une voiture, on fabriquait une table, un meuble, etc., il y avait une forme de fierté, d'une certaine façon, de noblesse dans le travail, puisqu'on était l'artisan de l'objet de A à Z. Et on le concevait, et on mettait sa patte, etc., etc. Avec l'industrialisation qui débarque de façon violente à partir du début des années 60, l'ouvrier n'est plus qu'un rouage. Autrement dit, il peut faire là la pièce d'un frigidaire, demain un pneu de voiture, le surlendemain par travailler un immeuble, etc. Autrement dit, la noblesse de l'artisan qui travaille sur son œuvre et qui a un sens pour lui, construire quelque chose, a complètement disparu. Et donc, y compris même le respect ou l'intérêt que le travailleur avait pour son travail,
hein, puisqu'il a perdu cette espèce de rapport artisanal. Et Petri disait un truc assez génial, qui nous renvoie à la séquence du marchand d'art. Il disait, mais c'est exactement comme les artistes de la Renaissance. Il dit, Salvo Rondon, c'est l'artisan qui correspond au peintre de la Renaissance, en opposition au peintre moderne. Alors on se dit, mais... Hein. Et en fait, il dit pourquoi ? Parce que le peintre de la Renaissance, à ce moment-là, est une sorte d'artisan qui travaille sur une même œuvre et qui travaille aussi sous la forme d'un collectif. Hein. C'est une espèce de bande qui travaille ensemble, etc. Et surtout, c'est un peintre populaire. Autrement dit, il fait des œuvres qui sont comprises par le plus grand nombre. Et c'est pour ça que la séquence d'art contemporain, elle est super violente à l'égard de l'art contemporain et à l'égard du marchand d'art. Parce que ce que filme à ce moment-là, évidemment, Elio Petri, et c'est quelque chose qui est quand même assez violent quand même à l'époque, c'est la rupture entre l'artiste, entre l'intello, on pourrait dire, et le peuple. Ça, c'est pour ça que c'est peut-être une des séquences les plus importantes du film. Hein. Bien sûr. Ah oui. Et donc, ça, or, il faut rappeler qu'on est en 62, ce moment où tous les intellectuels se disent qui parlent pour le peuple, qui sont la courroie de transmission, qui font que c'est le même combat, etc. Et ce que dit Elio Petri à ce moment-là, il dit non, les intellectuels, c'est comme les artistes contemporains, c'est comme les marchands d'art, ils sont du côté de l'élite et des bourgeois. Et que les ouvriers sont... complètement, il n'y a pas de dialogue entre les deux. Et c'est pour ça que cette séquence, elle est géniale, parce que ça commence comme une séquence, on pourrait dire, grosso modo, démocratie chrétienne, du début des années 60, et ça se termine comme une séquence d'Anard. Il dit, mais non, pas du tout. Je veux dire, et là c'est la rage de Petri qui parle. Non, tous ces intellos, les artistes d'aujourd'hui contemporains, ce sont des bourgeois qui font plus du tout de l'art pour des artisans comme Randon. Et lui, il ne comprend pas, il y a des bidets accrochés, enfin, etc. On est en 62, hein. C'est quand même, aujourd'hui, c'est la critique de l'art contemporain, elle est devenue, bon, on la connaît, alors qu'à l'époque, c'est assez... Mais surtout, ça se double en fait, d'une espèce d'analyse politique que je trouve assez fine. Hein. Et c'est ça qu'a envie d'attaquer Elio Petri, cette espèce d'alliance complètement inventée par les intellos et les bourgeois entre l'intello et l'ouvrier. Voilà. Ça, c'est une séquence qui est géniale. Hein. Viens, je vais t'expliquer l'art, suis-moi, Villa Borghese, et quand l'autre se rend compte que c'est un ouvrier, ben viens nettoyer mes chiottes. Voilà. Tout est dit, pas à peine de faire des... Et en fait, c'est ça qui est fort chez Petri. C'est que et je pense qu'on y accède d'autant mieux dans Les Jours comptés que la forme, elle reste quand même malgré tout un peu accueillante par rapport à ce que je disais sur La classe ouvrière va au paradis, qui est quand même une forme qui peut rebuter plein de gens. Il y a plein de gens qui iront peut-être pas jusqu'au bout de la puissance du film parce que la forme est trop agressive. Elle est trop dérangeante, elle est trop heurtée, quoi. Alors que là, non. Et le film est extraordinairement profond et riche en même temps, me semble-t-il, hein, Les Jours comptés. Hein. Et par rapport... on voit la ville, on voit la ville vraiment sous plein d'aspects différents, ce qu'on ne voyait pas dans Il Boom, par exemple. Quoi. On va dans les quartiers, même des bidonvilles, il y a le Colisée, on voit vraiment la ville. Donc ça, c'est peut-être même plus riche que dans ses films suivants. Donc là, c'est comme un film très très important même par rapport à ça. Et on suit, même au niveau du filmage, la caméra suit quand même constamment, ses caméras à l'épaule, on suit constamment le personnage principal. Quoi. Moi, je voulais revenir sur le statut en fait, de Salvo Rondon dans cette chaise, dans le film. C'est pas un ouvrier, c'est un artisan. Quoi. Donc, ce qui donne aussi une valeur quand même assez importante au message. Quoi. Il y a même une portée métaphysique dans le film qu'il n'y a pas dans les films suivants. On a plus l'impression que c'est un film de la maturité, qui viendrait même peut-être en fin de carrière, qu'un film du début. Oui, mais je pense que ce qui se passe, c'est que, à mon avis, au moment où il fait Les Jours comptés, c'est un peu ce que je disais au tout début, c'est qu'il est pris entre deux héritages. C'est-à-dire que on pourrait dire 206 d'un côté, et puis tout son héritage littéraire et intellectuel, Petri. Parce que Petri, c'est d'abord un intello. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a lu énormément. Quand vous lisez des entretiens avec lui, il n'y a pas beaucoup d'entretiens avec des cinéastes aujourd'hui qui ont une telle tenue, en fait, une telle rigueur. Il vous cite Marx, Brecht, Bertrand Russell, enfin tout y passe, quoi. On sent qu'il a vraiment réfléchi ça, etc. Et moi je pense que la force pour moi des Jours comptés, c'est que si on peut être un peu critique avec Petri, toute évidemment proportion gardée, hein, mais c'est que disons que en fait son style il fait pas encore système à ce moment-là.
Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit Enquête sur un citoyen qui est un chef-d'œuvre, mais en même temps on se dit c'est one shot. Enfin, c'est voilà. Or il va faire après La Classe ouverte au paradis ou un film qui est encore, alors là encore plus fou, qui est La propriété c'est le vol. Déjà, le titre est déjà assez dingue. Vous l'avez vu ou pas, La propriété c'est le vol, film de 73. Ça, on est presque là, on est plutôt sur la fin de sa carrière. Et là, c'est vrai qu'on a le sentiment que sur 3 films, en fait, que Petri, il a une méthode, il a un système qu'il a complètement élaboré et parfait avec Enquête, et qu'il le développe en fait sur les 3 films. Mais en fait, que ça n'ajoute pas grand-chose. Alors que Les Jours comptés, moi, ce que j'aime, c'est que le film il est à la fois ouvert à tout ce qui est de l'ordre du néoréalisme. Donc tu parles de la ville, c'est-à-dire on va aller voir des gens. On sent qu'il y a des gens qui sont des figurants là-dedans, des lieux en train de se faire. Il y a une dimension presque documentaire par moment. On va documenter l'état de Rome. Puis on passe du Rome. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on passe du Rome de Pasolini au Rome presque fantasmagorique de Fellini. C'est-à-dire qu'on passe par différentes humeurs aussi. Et puis le Rome complètement froid et abstrait d'Antonioni, quoi. On passe par tous ces endroits-là. Mais tu as encore le néoréalisme qui est là. Autrement dit, la réalité, mais les gens, comment ils sont habillés, comment ils se déplacent, que c'est qu'un tram, un feu qui prend, etc., est encore présente. Tout ça avec déjà le style de Petri qui se met en place, son côté baroque, sa rage, sa façon qui est quand même qui est très graphique de mettre en scène. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. C'est tu dis, suit Salvo Randone à l'épaule, mais il y a des moments, d'un plan à l'autre, on a l'impression d'être sur la plage, un documentaire. On est absolument ordinaire, presque des années 60. Plan suivant, incroyable composition du plan. On est chez Pakula, quoi. On passe de Rossellini, Rome ville ouverte, à Antonioni, d'un plan à l'autre, quoi. Et je trouve que le film est beau parce qu'il raconte aussi, mais parce qu'un film n'est jamais tout seul dans son histoire ou dans son pays, il raconte aussi tous ces mouvements de l'Italie de l'époque, d'où ça vient, vers où on va. C'est la fin du néoréalisme. Il y a les débuts de Pasolini. Tout ça, c'est aussi les débuts de Bertolucci qui va commencer. Et tous, d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'on se rend compte que tous ces jeunes cinéastes qui vont commencer à faire des films à ce moment-là, ils ont tous 2 tendances. Soit ils ont la tendance Antonioni, tu vois, à l'époque, qui a une influence considérable. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'Antonioni est un cinéaste qui est quasiment plus regardé. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Et puis l'autre influence importante, évidemment, c'est Pasolini. Il y a des séquences là-dedans qui pourraient être, on parlait de la séquence du feu, des bidons, qui pourraient sortir d'un film de Paso. Et donc on est vraiment pris entre ces 2 trucs-là, plus le style de Petri qui commence à se mettre en place et qui, à mon avis, du point de vue d'analyse politique, est un cinéaste auquel on peut rapprocher Petri, qui serait Francesco Rosi. Vous connaissez sans doute, parce que la même année que Les Jours comptés, c'est Salvatore Giuliano. Un film qui va faire connaître, sur évidemment l'assassinat, la mort de Salvatore Giuliano, film absolument génial. Et on voit bien que les 2, en fait, s'intéressent au même genre de problème, mais que Francesco Rosi, lui, va vers une dimension presque existentialiste. Quand vous avez vu Cadavres exquis, j'imagine. Il faut voir les films de Francesco Rosi parce que c'est pas rien. Lucky Luciano, enfin, etc. Donc il va vers... Lui, en fait, Francesco Rosi, il est parti d'un truc politique au départ pour aller vers un truc beaucoup plus abstrait et quasi existentialiste. Enfin, Ventura dans Cadavres exquis, c'est phénoménal, quoi. L'ouverture dans la crypte là, de Palerme, des Capucins, un truc incroyable. Alors que Petri, lui, il est parti du même désir d'analyser ce qui ne marche pas dans la société, les structures de pouvoir, grosso modo, la corruption, toutes ces choses-là, mais il est allé vers quelque chose de beaucoup plus politique et grinçant. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, Francesco Rosi est allé vers un style presque plus fantastique. Quand on voit Cadavres exquis, on a l'impression d'être dans un film fantastique par moment, alors que Petri, lui, est allé vers un truc beaucoup plus baroque. Mais baroque, c'est presque baroque au sens d'Orson Welles. D'ailleurs, on se dit qu'on verra les films à venir de Petri un peu moins dans Les Jours comptés que, évidemment, Kafka, Le Procès, ça infuse le cinéma d'Elio Petri, cette dimension baroque et grinçante. Et même d'ailleurs, jusque dans l'ouverture de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui est une ouverture géniale parce qu'il emprunte à ce moment-là tous ces codes au giallo, je ne sais pas si tu t'en souviens, l'assassinat de Florida Bolcan au début d'Enquête sur un citoyen, c'est une séquence de giallo qui dure 10 minutes, éclairée à l'époque par Luigi Kuweiler, futur chef-op de Profondo Rosso, donc on est complètement dedans.
Hein, et ensuite, on part sur évidemment autre chose. Mais on est prêt. On est chez Petri, on est par moments, notamment dans Enquête, on n'est pas loin du cartoon, de la caricature, de l'exagération. C'est volontairement grotesque. Alors qu'effectivement, dans Les Jours comptés, on sent que tout ça est déjà en germe présent, hein, mais voilà, que c'est en gestation, quoi. C'est peut-être ce qui en fait un film plus facile, je ne sais pas, mais plus aimable, on pourrait dire, que d'autres films de Petri, qui sont un peu moins, hein, quand même. Question. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas aimé le film? C'est possible, hein, vous ne prendrez pas la prochaine fois, mais c'est bien. Je voir. Mais il faut que vous découvriez d'autres films de Petri. Hein. Il est mort en 82. Son dernier film, c'est Todomodo 76. Film d'ailleurs qui est un truc complètement fou, parce que film avec jamais la volonté encore, qui se passe cette fois dans le milieu politico-religieux, si vous voulez, parce qu'il a attaqué toutes les structures, Elio Petri, dont celle-là évidemment. Et c'est un film qui, en fait, racontait, je ne veux pas trop le déflorer, mais vaguement un assassinat, en fait, une prise d'otage, un assassinat politique couvert par des autorités religieuses et politiques. Et là, on est quelques mois avant, évidemment, la prise d'otage, l'enlèvement d'Aldo Moro, hein, qui sera assassiné en mai 78. Et quand Aldo Moro est enlevé, assassiné, le film est totalement retiré de l'affiche. Et il restera maudit pendant des années, parce qu'on Todomodo, alors il n'y a pas de consonance, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un peu comme Un crime dans la tête de John Frankenheimer, l'assassinat Kennedy, c'est des films qui ont raconté l'histoire avant qu'elle arrive. Bon, c'est comme ça. Et quand Elio Petri fait Todomodo, en fait, c'est un film qui anticipe d'une certaine façon l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, dont vous savez que ça a été un événement colossal dans l'histoire de l'Italie des années de plomb en 78, quoi. Et lui mort donc en 82 d'un cancer, ce qui fait que là, contrairement à la génération des Risi, Monicelli, Scola, enfin tous ces gens-là, ou même Antonioni, il est mort assez jeune et donc il n'a pas bénéficié, ça compte aussi, hein, de la reconnaissance, se déplacer, venir faire des rétrospectives, se réexpliquer sur son œuvre, rencontrer une nouvelle génération de spectateurs, c'est aussi intéressant. En fait, il a connu quasiment que des spectateurs qui étaient ses contemporains. Alors que quand tous ces cinéastes-là débarquent en 88, en 95, avec des gens qui voient leurs films et qui ont 20 ou 25 ans, c'est hyper intéressant pour eux et ça raconte aussi beaucoup de choses des films, la façon dont ils ont vieilli ou pas, pour des gens qui n'ont pas vécu exactement cette époque-là, quoi. Et à ta connaissance, il a théorisé justement cette manière de filmer, cette mise en scène si particulière. Écoute, les entretiens qu'il a donnés, c'est quelqu'un qui réfléchissait énormément à ce qu'il faisait. Alors qu'il n'y a pas du tout d'improvisation. Au départ, en fait, chez Petri, on se rend compte que la question de l'esthétique, de la mise en scène, du cinéma, en fait, n'est là que pour être au service d'une analyse politique. Voilà. C'est par là qu'il commence. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur un phénomène politique qui m'intéresse ? Le travail, la mort, la schizophrénie dont il disait lui-même, notre société contemporaine, l'industrialisation, le capitalisme triomphant qui commence à arriver, toutes ces choses-là, ça produit l'aliénation, et l'aliénation produit de la schizophrénie. Autrement dit, le citoyen du monde moderne ne peut être que schizophrène. Il n'y a pas le choix. Donc c'est pour ça aussi que la dimension grotesque dans ces films, c'est pas uniquement une espèce d'affaîtrie stylistique où on se dit bah tiens, j'aime bien le baroque, j'aime bien Well. Non, c'est qu'il considérait que ça rendait compte de la dimension monstrueuse aussi de la réalité, etc. Hein, c'est que la schizophrénie dans ces films, ces personnages sont des schizophrènes, ils filment un monde schizophrène, mais véritablement, ils considèrent que cette espèce de pathologie, c'est la pathologie de la société elle-même. Et la façon dont il abordait la mise en scène, elle était comme ça. Hein, toujours grotesque, baroque, dissonante. Je te dis, ce monde, il est comme ça. Si on le filme en faisant croire qu'il y a du réalisme de façon un peu plate ou centrée, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on croit que tout est comme ça. En réalité, tout est dingue, tout est monstrueux. Et donc, lui avait une mise en scène qui collait à ce qu'on appellerait la tératologie, quoi, du capitalisme moderne, quoi. Donc pour lui, ces figures, elles sont immédiatement monstrueuses. Donc c'est pas, quand vous voyez les films de Petri, par exemple, on voit bien, alors ça c'est peut-être quelque chose qui est hérité de la commedia dell'arte, etc. C'est un truc très italien, cette idée que, contrairement par exemple à un cinéaste comme Dino Risi,
on a passé le fanfaron, etc. Dino Risi, c'est quelqu'un qui prenait souvent un personnage façon commedia dell'arte, autrement dit une espèce de silhouette, une figure, une sorte de cliché, et puis qui allait chercher au fond de lui-même l'humain, l'ambiguïté, hein, et même sa profondeur, ce qui fait qu'à la fin, on commence avec une caricature, et à la fin, on termine avec quelqu'un, quoi. Chez Petri, c'est pas le cas du tout. Chez Petri, on commence avec une caricature parce que le monde est caricatural et qu'on ne va pas humaniser un flic ou un juge. Non, sinon on ne va rien comprendre et on va commencer à s'affaiblir. Hein, parce que lui, ce qu'il attaque, ce n'est pas l'homme, c'est le système. Et que pour lui, les individus ne sont que des rouages. Vous comprenez ça? Donc, ce qui fait que c'est extrêmement logique dans sa façon de réfléchir, mais ça produit donc une mise en scène qui privilégie toujours le défaut, la monstruosité, l'exagération, le truc qui colle pas, qui semble par moments dissonant. On se dit, c'est pas logique, pourquoi, etc., etc. Et lui, c'est comme ça. Enfin, en fait, la façon dont il filme la réalité et l'histoire italienne de l'époque, pour lui, c'est comme ça qu'on devrait tous la voir. En fait, c'est comme ça qu'il faut prendre les films de Petri. Hein, il n'est pas en train de nous dire, voilà, la monstruosité, elle est cachée, il faut la déceler, etc. Il dit, non, elle est absolument partout. Hein, il suffit juste de la révéler. Hein. Et évidemment, pour lui, la monstruosité est beaucoup plus proche de la vérité que le néoréalisme, que le style néoréaliste, d'une façon. Lui, ça a été son moyen pour atteindre la vérité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu le moyen documentaire du néoréalisme en disant il faut aller filmer les vrais gens, hein, les gens du pot, on va aller les filmer, et puis en filmant le travail du pêcheur, on va atteindre la vérité. Et en fait, on voit bien chez Elio Petri qu'au fil des films, il a abandonné cette idée. Il y a encore un peu ça, c'est ce qu'on disait, la dimension un peu documentaire. Mais à la fin, il dit non, pour comprendre le monde, il faut en faire une analyse beaucoup plus rigoureuse, il faut arrêter tout ça. La vérité, c'est l'horizon. Et donc, pour atteindre la vérité, il faut arrêter d'aller voir soi-disant des vrais gens, etc. Il faut construire l'analyse en fait, politique de cette société-là. Et dedans, on met les figures qui l'incarnent. Donc le flic, c'est un rouage. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un que je vais commencer à adoucir, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est les figures. Et donc, on a toujours l'impression chez lui que les personnages, et alors moins dans Les Jours comptés, mais dans ceux qui viendront après, en fait, ne changent jamais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est normal, puisque ce sont des clichés du monde moderne. Hein, c'est des figures qu'il prend. Ce n'est pas des individus en particulier. En fait, c'est ça. Mais on ne peut pas dire que Cesare change entre le début et la fin. Ce n'est pas vraiment un récit initiatique. Non. Il tourne en rond, il revient. Ce qui est touchant dans le film, c'est qu'il va vers ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a jamais éprouvé. Il dit même, j'ai jamais rencontré un Suédois, même par hasard. Donc, alors... Mais ça, c'est très beau sur la solitude, l'aliénation, parce que ça devient un vertige existentiel quand il dit ça. Il dit, mais finalement, j'ai rencontré, je ne sais plus combien il dit, j'ai rencontré 200 personnes dans ma vie, 300. Il y a quelque chose que je trouvais qui est très très beau. Alors après, est-ce que le personnage ne change pas? C'est pas qu'il change, c'est si on prend l'hypothèse que ce n'est pas un rêve, qu'il n'est pas mort et qu'il vit effectivement ce qu'il est en train de vivre, ça veut dire qu'en fait, il tire, on pourrait dire, les conséquences de l'analyse qu'il a faite. C'est-à-dire qu'il a tenté, il tente tout. Hein. Il tente de se rabibocher, etc. Il tente de Le problème, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui passe son temps à penser que le passé est éternel, en tout cas ou que le présent ne passe jamais. Et c'est ça qui est très très beau d'ailleurs dans le film. Et tout part quand même du fait qu'à 53 ans, lui pense que quand même je suis pas si vieux, etc. Et non, c'est mort. Hein. Et là où Petri est fort, c'est qu'il n'en fait pas un film justement existentiel en disant ouais, c'est la vie, le temps qui passe, la mélancolie. C'est pas son truc, ça, Petri. Il dit non, si tu es devenu comme ça, c'est pour des raisons politiques. Hein. C'est le capitalisme, l'industrialisation, les entreprises, les patrons, comment on t'a fait bosser, comment tu as essayé de rester dans les clous, comment tu n'as pas pu faire autrement, comment tu t'es mort à force d'essayer de survivre, etc. etc. C'est toujours politique chez Petri. Hein. Il n'y a pas du tout... évidemment, le recours à la religion est totalement inexistant. Il n'y a pas de recours à la mystique, il n'y a pas de truc métaphysique. C'est ce qui en fait un film, d'ailleurs, quand je dis peu aimable, mais ça en fait aussi un film étouffant de ce point de vue-là. Hein, quand vous regardez Les Jours comptés, il n'y a pas beaucoup d'air, quoi. Vous vous dites, ouais, mais alors, c'est où la sortie, quoi? Bah non, c'est le tram. C'est tout. Hein. Ce qui en fait un film terrible. Mais après, quand il retourne à son travail, il y a une image quand même, lui, il est comme presque détaché, mais avec manie, un humour, et en même temps, il le fait avec détachement, et en même temps, il est hyper important quand il arrive.
Je veux dire, Oui. quand cette Ah oui. dame qui est au milieu de ses enfants, au milieu de cette piscine, là, Ouais. quand il a dit, bon, vous voulez construire une piscine et ça, il est là et c'est lui qui va Mais parce que faire c'est un artisan voilà. dans l'âme, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il Ouais. a besoin de rendre service, oui, effectivement, d'être important pour quelqu'un, d'être dans le collectif, de se voir dans le regard de l'autre, etc. Alors que tout le reste de son petit trajet, c'est il cherche ça, et ça n'arrive jamais. Il va voir le paysan dans sa campagne, il aimerait bien retrouver le paysan qu'il a connu, et la campagne qu'il a connue. La campagne, c'est un désert, et le paysan est devenu fou. Donc, rencontre manquée. Quand il va voir son ancienne copine qui s'appelle, je sais plus, Julia ou quelque chose comme ça, dire voilà, il aimerait bien, mais ça n'existe pas. Et tout est comme ça. Il aimerait bien convaincre son collègue de travail que, en fait, voilà. Et lui, il a besoin du collectif, il a besoin d'être utile. Et en fait, il comprend, parce que l'ironie évidemment de la fin du film, c'est qu'il comprend que à la fois c'est terrible parce qu'il n'a pas pu vivre la vie qu'il aurait peut-être pu avoir, et en même temps, son destin à lui, c'était d'être artisan. Et c'est là qu'il s'accomplit aussi. C'est-à-dire que le film est quand même, de ce point de vue-là, ambigu sur la fin. Et il est plutôt heureux quand il remet son bleu de travail. Il est content, il va déboucher des baignoires, etc. Alors qu'il est un peu ridicule quand il met son costard, en fait. Bon, il n'a plus le choix non plus, hein, sinon Ah on oui, lui il a pète plus le le choix. bras pour voilà. Ah ouais. Ça va. Là aussi, Bien sûr, c'est un peu comme dans Hit Boom, hein, il y a une sorte Bien de sûr. un peu Ouais, bien sûr. quoi. Ah, mais ça, c'est le côté, oui, c'est le côté monstrueux dont on parle. Mais c'est presque l'argument de fiction. C'est jusqu'à quel extrême on peut aller, jusqu'où l'ouvrier, l'artisan se fait exploiter, quoi. Hein, c'est évidemment, oui, il vend presque son corps comme Sordi. Hein. Il y a un peu de ça. Hein. Et est-ce qu'on peut parler aussi de l'acteur principal, Salvo Rondon, qui est quand même assez extraordinaire dans le film. Il me semble avoir entendu dans l'émission, justement, pendant les travaux, que Jean Gabin a été pressenti pour jouer le rôle. Oui, absolument. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Gabin a refusé parce qu'on est en 62. C'est-à-dire que en fait, on est 1 an avant Mélodie en sous-sol. C'est le moment du gamin de papa, quoi, à ce moment-là. C'est le côté bedonnant, les cheveux blancs, il va rentrer dans un autre type de cinéma. Mais moi, je trouve que Rondon, c'est un formidable... C'est un acteur de théâtre, hein, il faut le rappeler à l'origine, qui est beaucoup plus connu pour des rôles de théâtre. Et attention, acteur de théâtre plutôt hyper intello. Classique, Ouais, classique, grand, notamment un des plus grands acteurs qui a joué Pirandello. Alors d'ailleurs, pour les Italiens de l'époque, sans doute qu'il y avait un sous-texte, hein, dans cette espèce de vieux en quête de sens, quoi. C'était pas un passage en quête d'auteur, mais il y a un vieux en quête de sens là-dedans. Et Rondon était quelqu'un là qui est complètement à contre-emploi par rapport à l'image d'acteur plutôt intello au théâtre qu'il avait. Et là, il vient jouer le rôle du plombier. Mais on le verra pas on le voit dans quelques films Rondon, mais c'est un cinéaste, c'est un réalisateur, un acteur qui est assez peu identifié encore aujourd'hui, et pourtant qui est formidable. Enfin, je sais pas comment vous l'avez perçu. Hein, mais là, il est absolument génial parce que il arrive à être au diapason de ce que veut Petri, quoi. On voit qu'il n'est pas contre le film. Il est toujours à la fois amusé, en même temps un peu attristé par moments, pas dupe, en même temps toujours un peu spectateur en fait de lui-même. C'est ça qui est beau. Moi, j'adore la séquence de la plage, par exemple. Hein, et on voit la plage qui est aussi un des lieux typiques de la comédie italienne. Là, pour le coup, il n'y a pas de film sur le boom qui ne passe pas par la plage. Si, il y a Il Boom, mais il y va. Souvenez-vous, il a sa canne à pêche. Hein, il fait croire qu'il y va. Et la plage, ça fait partie de ces 3-4 lieux par lesquels tout le cinéma italien passait, jusqu'à Dolce Vita, qui s'achève sur la plage, enfin la plage, quoi. Hein. Ou alors de façon totalement tragique, au cas de Pasolini, puisqu'il sera assassiné sur la plage d'Ostie en 1975. Et donc, j'aime beaucoup cette séquence-là, parce là, c'est presque le seul moment, peut-être, où on peut se dire, tiens, il y a un truc de la comédie italienne, là, qui est en plein boom, à ce moment-là, pour le coup. 62, 63, c'est l'explosion de la comédie italienne. Et là, la façon dont il regarde les autres, effectivement, le dialogue sur les Norvégiens ou les Suédois, je ne sais plus, etc. Là, il y a un truc de la comédie italienne qui arrive, et ce lieu, lui, évidemment, il assiste étranger. Hein, totalement, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, la plage dans le cinéma italien, la façon dont on la monte, c'est le fanfaron. C'est le moment du boom, cette espèce d'insouciance, d'hallucination collective, hein, où tout le monde pense que c'est le miracle économique pour tout le monde. Et lui, il vient jouer le rôle de ça. Mais on lui dit, ah, quelqu'un est mort, quoi. Ah bah oui, c'est moi. qui est un moment formidable. Parce que même ces 4 copains, il n'y a aucun échange. Non. Vous voyez, il n'y a pas un moment, il pourrait y avoir un côté belle équipe de Duvivier, quoi, une espèce d'échange, de camaraderie, d'amitié, rien du tout. Ouais. Donc en fait, il est profondément seul. Quand il n'est pas seul, le seul moment où Salvo Rondon n'est pas seul, en réalité, c'est quand il bosse. Et c'est aussi ça qui est terrible dans le film. C'est que c'est à la fois tout le
le film est totalement critique à l'égard du statut du travail aujourd'hui, ce qu'il faut être, etc. Mais en même temps, ça produit le fait que son destin, il a été totalement formaté. Il n'y a plus d'espace. Tous les endroits où il retourne sont vides, inexistants ou sont morts. Donc là où pour lui, c'est le moins pire, finalement, c'est quand il bosse. Le rapport avec l'autre. Sinon, c'est qu'un dialogue de sourds, les jours comptés. J'aime beaucoup la séquence aussi avec le médecin. Il me reste combien de temps, on l'a pas dit, mais c'est une évidence. C'est quand même un film qui est totalement aussi hanté par la mort. La mort est partout dans le film, absolument partout. Un film très joyeux. Donc voilà, c'est ça. On voulait terminer le cycle par quelque chose d'un peu gai. Et comment est-ce qu'il voyait les autres réalisateurs de sa génération, la comédie italienne? Mais je pense que ça l'intéressait pas du tout, Elio Petri. Donc en fait, on voit. Ça qui est drôle, c'est qu'à la fois ils se connaissaient tous, parce qu'ils se connaissaient. Et même ils échangeaient par moments, on l'a dit au tout début, des techniciens, des scénaristes. Enfin voilà, Tonino Guerra collabore au scénario, Guarnini qui est le chef op là travaillera pour Fellini. Donc il y a des échanges, etc. Mais on voit bien que lui, il est complètement. Je pense qu'il appartient à cette famille qui serait. On a parlé du néoréalisme. De Santi, Savatini, tous ces gens-là, etc. Et dans le cinéma italien de l'époque, à un moment donné, c'est pas du tout Antonioni. Qui a à la fois stylistiquement une importance capitale, mais poétiquement est pour lui beaucoup trop bourgeois et élitaire. Alors c'est pas son truc, mais je pense que c'est beaucoup plus des gens comme Pietro Germi, Pasolini, et évidemment que les débuts de Bertolucci, il y a un point commun, etc. Et parmi les plus anciens, on pourrait dire, c'est Francesco Rosi. Je pense que là, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Là, ils ont vraiment échangé des acteurs et des techniciens, et ils sont contemporains. Je pense que Francesco Rosi et Elio Petri, c'est deux cinéastes c'est intéressant de les regarder côte à côte, de voir comment ils ont. Maintenant, la comédie italienne, non, pas du tout. On voit bien qu'il est complètement à part. À la limite, je parlais tout à l'heure du giallo, ça l'intéresse beaucoup plus. Ça naît à peu près la même période. Ça naît à la même période, et on voit que le giallo qui est quand même un genre italien qui arrive à la toute fin des années 60, et dont un des thèmes est la question de la famille bourgeoise comme lieu de fabrication de la pathologie. Ça touche Elio Petri, quoi, évidemment. Et donc, quand il va chercher le giallo, c'est un truc de genre, mais il voit bien que, encore une fois, l'ouverture d'enquête, on voit qu'Argento est passé par là, quoi, grosso modo, et que d'autres cinéastes du giallo sont passés par là. Mais le giallo lui parle, parce que le giallo, d'accord, c'est un genre. Bon, là, on n'est pas là pour parler du giallo, on en parlera une autre fois, mais c'est à la fois un genre avec effectivement des tueurs gantés, des lames de rasoir, des femmes dénudées, etc., etc. Ça, c'est pour les geeks ou pour les fans un peu puceaux. Mais le giallo, c'est aussi un genre politique, qui est une espèce de déconstruction rigoureuse de la décadence de la bourgeoisie italienne, qui produit toujours le mal et le criminel. C'est que des histoires de famille, d'héritage et de gros sous, et de vieux sur des fauteuils roulants. C'est ça le giallo. Alors, évidemment, il y a des filles nues qui se baladent, mais ça c'est le chiffon. La vérité, c'est que le giallo est un genre qui a raconté sous le mode d'un film de genre, de façon extrêmement populaire, des choses très profondes, de la décadence de la bourgeoisie, et des familles bourgeoises dans l'Italie des années 70. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est aussi un genre, sans rentrer, parce qu'après ça nous amènerait beaucoup trop loin, mais c'est pas inintéressant aussi que ce soit des films qui sont contemporains de certains films de Visconti à sa manière, ayant aussi analysé ça, quand on voit des violences et passions, les damnés, etc. Cette idée du pourrissement, de la décadence d'une certaine bourgeoisie italienne de l'époque, ça contamine aussi bien les films de Visconti que les films de Léone, que le giallo. Et donc c'est pour ça que à la fois, c'est ça qui est passionnant dans les cinéastes italiens de cette époque-là, c'est qu'à la fois ils ont tous leur style, leur ligne. Un film de Petri, c'est pas un film de Germi, etc., etc. Et en même temps, moi c'est ça que j'ai toujours adoré dans le cinéma italien, c'est les effets de conversation énormes, mais qui est aussi lié à la façon dont les films se fabriquaient. Les échanges d'acteurs, de décors, de techniciens, c'est des gens qui se voyaient. Il y a pour le coup une vraie horizontalité dans le cinéma italien qui fait que tous les films sont très poreux entre eux. Alors que nous, en France, on a une façon très verticale de voir les films. Il y a les films pour les cons, les films pour les gens hyper intelligents, il y a les comédies, les films à réessai, etc. Dans le cinéma italien de cette époque-là, ce qui est formidable, c'est qu'il y a du populaire chez l'auteur, de l'auteur chez le populaire, et c'est un cinéma où il y a une conversation, on pourrait dire, entre le cinéma moderne et le cinéma populaire, extrêmement forte et productive. Et d'ailleurs,
on peut toujours dire, d'ailleurs, là pour le coup, en tant qu'historien de cinéma, que le cinéma moderne italien, il a su survivre grâce à l'injection de choses venues du genre, et que le cinéma de genre italien, il a su survivre, il a été aussi génial, parce qu'il a su faire intervenir des choses venues de la modernité. Je t'ai donné tout à l'heure de Blu-ray de La mort a pondu un œuf de Giulio Questi. La mort a pondu un œuf, je ne sais pas si on en a parlé, peu importe. C'est un espèce de croisement incroyable entre le giallo et Week-end de Godard. Voilà. Et ça, c'est la puissance du cinéma italien de l'époque, hein, vraiment. Quand Antonioni fait Identification d'une femme, on parlait du giallo avec Elio Petri, il y a une séquence qui est intégralement une séquence de giallo dans un film d'Antonioni. Et donc cette conversation, elle a fait du cinéma italien à ce moment-là le plus grand cinéma du monde, hein, qui est justement un cinéma où on peut dire le cinéma populaire et le cinéma moderne conversaient et s'enrichissaient l'un l'autre. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est des genres qui se regardaient en chien de faïence avec mépris. Et on a vu où ça nous a mené plus tard, hein. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est ça que quand on voit Petri, il faut dire qu'il fait un film qui s'appelle La 10e victime. Vous avez peut-être vu ce film, hein, avec Mastroianni, qui est une sorte de... C'est une commande que lui fait à l'époque Dino De Laurentiis, ou c'est Carlo Ponti, je ne sais plus. Enfin, un des 2-3 plus gros célèbres producteurs italiens de l'époque, qui lui demande de faire un film de science-fiction, hein, pour surfer sur la mode des James Bond qui ont commencé, Dr. No, 61. Et donc à ce moment-là, en Italie, vous savez que c'est l'histoire des filons en Italie, il y a un succès quelque part, on se met à... Un genre se crée à partir d'un filon. Et là, va déferler sur le cinéma italien au début des années 60 une série de films avec des espions, hein. Ça va être voilà, des James Bonderies, il y en aura, mais des dizaines, comme il y a eu des Péplum, il y aura plein de choses comme ça. Et on propose à Petri de faire, à ce moment-là, La 10e victime, qui est un vrai film de SF, hein, censé se passer dans une sorte de Rome du futur, qui est une sorte d'équivalent, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas, un film qui s'appelle Danger diabolique de Mario Bava, ça vous dit quelque chose ? Un film formidable. Bon, bref, Danger diabolique s'appelle. Et donc La 10e victime, c'est un film de science-fiction. Le problème, c'est que Elio Petri aura des problèmes. D'abord parce que le budget n'est pas énorme. Il fait un film de SF en 2030, 2040, puis il y a des Fiat 500 dans le cadre. Alors c'est vrai que c'est un peu limite. Mais bon, il n'a pas le budget qu'il veut. Mais en même temps, on voit bien quand même... Alors, je ne vais pas vous raconter le film, il faut le voir. C'est un vrai objet pop, hein, comme il y en avait au milieu des années 60 en Italie. Vraiment l'objet pop parfait, de la pop culture. Lui, il s'amuse à prendre tous on pourrait dire, les motifs de la pop culture américaine pour les détourner, hein, et les assassiner. Hein, il fait déjà ce constat-là, comme les années 60, finalement, mais où est la pop culture italienne, hein, elle est où ? Et donc lui a le sentiment que le soft power est déjà extrêmement fort, donc c'est ça qu'il veut attaquer. Donc il en fait un film qui est un film extrêmement étrange, mais ça montre surtout combien Petri n'est pas un idiot. C'est-à-dire qu'il sait très très bien que le cinéma moderne aussi, il ne peut survivre, c'est ce qu'on disait sur le marchand d'art tout à l'heure, qu'à condition aussi de parler à un grand nombre. Il veut pas être le Antonioni de la critique politique, sinon il va parler qu'à des convertis. Il veut parler à Salvo Rondon dans ses films, il veut parler à l'artisan. Donc, on lui dit faire un film de commande James Bond. Ok, j'y vais. Et je vais le détourner. Et là, pareil, il fait une sorte de conversation entre une espèce d'analyse radicale marxiste, ça c'est Petri, mais qui ressemble à une espèce de James Bond avec, voilà, je veux dire, des types avec des pistolets, des gadgets, des bagnoles un peu étranges, voilà, une femme avec une tenue un peu étrange, etc. Ça, c'est l'intelligence politique de Petri. Hein, c'est que voilà, il n'a pas envie de faire un film uniquement pour les cellules du PC, quoi. Hein, pour lui dire le PC c'est bien. Bah oui, pas à peine de faire un film, on le savait. Il a envie de toucher. Il a quand même encore cette croyance douce. Il parle très souvent des peintres de la Renaissance et en opposition à l'art contemporain, ce qu'on disait tout à l'heure, la rupture avec le peuple, quoi. Ça, la rupture, la fin de l'art populaire. Quelque chose dont Petri sent que ça va être un gros problème, parce qu'évidemment la culture arrive toujours avant la politique. Hein. Quand on n'a pas de culture, on n'a pas de politique, ça ne veut rien dire. La culture est première partout. Hein. Et ça, il le sent, Petri. Et donc, il accepte par moments, en fait, et même pas qu'il accepte, et qu'il comprend que pour ne pas s'enfermer dans une espèce de case, il faut au contraire emprunter à des genres qui sont extrêmement populaires en Italie à l'époque. Il n'en a pas honte du tout, au contraire. Hein. Ça fait partie de sa mission, si on veut. Bien. Il y a plein de DVD à vous offrir les uns les autres, hein, pour Noël. Surtout que vous les trouvez, dans les films de Petri, vous les trouvez, pas tous, hein. Il en manque quand même 2-3, mais vous en trouvez quand même certains. Ils sont disponibles dans tous les commerces ouverts à Porto Vecchio, là, pendant l'après-midi. Normalement,
vous trouvez un DVD ou un Blu-ray. Hein. Moi, je pense que ça se trouve très facilement. Hein. Plus facilement qu'un saucisson. Hein. Todomodo n'a jamais été édité. Hein, non, jamais. Non, jamais. Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et comme on ne se reverra pas avant Noël, passez de joyeuses fêtes, évidemment. Merci.